Depuis l'an dernier, il avait un œuf appelé avec l'Amstel Gold Race, l'une de ses courses préférées. Une semaine après Wout van Aert à Paris-Roubaix, Remco Evenepoel a offert à la Belgique une classique printanière supplémentaire, un sprint rondement mené face à Skelmose et une confiance au zénith. Avant la suite, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, avec dans les deux cas une concurrence un peu plus relevée. On va évidemment en parler dans ce 9e épisode dont connaît nos classiques. On va en parler avec Cameron Vandenbroek, Jérôme Elguers, Rodrigo Menkens, et j'imagine que vous vous souvenez de lui, lointainement, un petit jeune qu'on retrouve aujourd'hui, qu'on accueille pour la première fois cette saison. Bonjour Axel. Bonjour Sam. On vous a manqué ? Vous nous avez manqué. Oui, mais énormément. Ah, voilà, je le vois dans votre... Toutes les bonnes choses se font attendre, oui. Voilà. Et même plutôt 2 fois qu'une, puisque vous serez encore là la semaine prochaine. Exact. Voilà. Par contre, un petit jeune... Oui. Et si je peux me permettre, il sera omniprésent mercredi et dimanche. Sur la moto pour la télévision. 4e fois. Et Jérôme sur la moto pour la radio, en espérant une météo sèche pour tous les deux. Parce qu'on a déjà connu la Flèche Wallonne il y a quelques années, là, qui avait été très compliqué. Alors, premier tour de table. Et je vais commencer par vous pour fêter votre retour avec une question un peu cash. Hier, Remco Evenepoel a ajouté une nouvelle course d'un jour à son palmarès. Ça devient vraiment impressionnant. Hein. 2 fois Liège-Bastogne-Liège, 3 fois San Sébastien, la Brussels Classic, les championnats de Belgique, les championnats du monde, la course en ligne des Jeux Olympiques. Est-ce que à un moment, on entendra dans sa bouche oui, je vais me consacrer plus encore aux courses d'un jour. Oui, je suis fait pour les courses d'un jour. Et est-ce qu'en même temps, on entendra un jour dans la bouche de Remco j'abandonne ma quête des grands tours parce que je suis convaincu d'être plus performant sur les courses d'un jour? Mais je pense que tous les deux sont possibles. Mais la preuve, c'est que Pogacar le fait. Et Remco est un coureur de la trempe de Pogacar, pour moi aussi encore, et toujours. Son objectif numéro 1, le fait qu'il a été engagé par Red Bull Bora, c'est pour justement essayer de gagner le Tour de France, au moins un grand tour. Mais ça n'empêche pas de gagner des courses d'un jour et des grandes classiques. Et je pense qu'il en est persuadé qu'il va encore gagner quelques-unes. Il l'a encore prouvé hier. Moi, je trouve qu'il s'améliore encore sur les courses d'un jour parce que son explosivité était vraiment impressionnante hier, surtout sur le sprint. Maintenant, comment ils vont gérer ça dans les mois futurs pour le Tour de France? C'est sûr qu'aussi longtemps que Pogacar sera présent, et bon, on sait très bien qu'avec l'arrivée de Sexas, ça va encore être plus compliqué, mais je pense que le rêve ultime de Remco, c'est de gagner le Tour. Et ça, c'est la raison pour laquelle il était engagé par Red Bull. Il ne doit pas abandonner ce rêve-là, Rodrigo? Il faut qu'il aille au bout de ses rêves. Alors nous, on est là pour analyser. Personnellement, Axel est un excellent coach. Lui pourrait encore lui dire fais ceci, fais pas ça. Moi, je crois que c'est en allant au bout de ses rêves qu'il ira, qu'il aura une forme d'accomplissement. Donc quelque part, faisons-lui confiance. Vous parliez évidemment de ce palmarès exceptionnel qu'il a dans les courses d'un jour. À son âge, à 26 ans, en ayant été arrêté combien d'années? Parce que si vous mettez bout à bout, il a passé toujours plus de temps à se refaire la santé qu'en compétition. Faut pas oublier ça, parce que ces 26 ans, ça peut un peu nous induire en erreur. Donc quelque part, et quel palmarès aurait-il s'il n'y avait pas un phénomène comme Pogacar? Vous regardez toutes ces 2e places aussi. Donc vous savez, il me fait un peu penser à De Vlaming au temps de Merckx, puisqu'on a quand même la chance d'être à côté d'un médaillé olympique ici aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, imaginez qu'il gagne mercredi à la Flèche Wallonne. On reviendra là-dessus, on dit c'est impossible. On avait dit la même chose de Philippe Gilbert en 2011. Imaginez qu'il gagne mercredi. Il aura gagné à 26 ans les 3 courses. L'Amstel, Liège. Donc c'est exceptionnel. Moi je lui dis faisons-lui confiance. Et il l'a dit, il est bien dans son corps, il a la confiance. Et aujourd'hui, c'est la dernière chose, il y a un élément extraordinaire qui a changé. C'est un autre Remco. Pourquoi? Parce que ce qui était son point faible, le sprint, devient son atout. Et psychologiquement, savoir qu'il ne doit pas nécessairement lâcher les Pogacar et tout ça pour gagner, psychologiquement, ça va avoir un effet sur lui et sur ses adversaires. 6e sprint à 2 consécutifs remporté par Remco Evenepoel. Mais le premier dans une course aussi importante. Et le premier dans une course. Il y a eu Bilbao à San Sébastien, c'est moins médiatisé, ça vient après le Tour, mais c'est surtout le premier dans une course de cette importance-là. Cameron, il doit choisir? Non, il ne doit pas choisir et il ne doit surtout pas abandonner ce rêve du Tour de France, parce que le Tour de France, ça reste quand même la course
Même ceux qui connaissent rien au vélo connaissent le Tour de France. Donc voilà, ça va rester un rêve. Mais c'est vrai que toutes les courses que vous avez citées sont toutes des grandes courses et il est capable de presque toutes les gagner. Et on a vu cette saison qu'il a donc gagné en explosivité. Et ce qui est un grand atout, en tout cas, pour ces classiques. Parce que s'il arrive avec un plus petit groupe, voilà, comme Rodrigo l'a dit, avant, on se serait dit c'est foutu pour Remco parce qu'il est moins rapide au sprint. Maintenant, il a cette explosivité-là au sprint et on l'a encore vu hier qu'il peut se permettre d'attendre du coup le sprint. Maintenant, donc Axel disait qu'il peut faire les deux parce qu'il, comme Pogačar, fait les deux, mais Remco est quand même il n'est pas exactement il n'a pas ce truc de pur grimpeur comme Pogačar a. Et je pense qu'il doit vraiment se focaliser sur grimper, s'entraîner là-dessus. Et je pense qu'il ne peut pas faire les classiques et en même temps s'entraîner pour... Donc il faudrait choisir une saison à 100% classique et une saison à 100% grand pas tour. Pas à 100% classique, parce qu'il peut par exemple du coup faire comme maintenant les classiques et puis par exemple aller sur le Tour de France pour gagner le plus d'étapes possible. Et pourquoi pas, après on sait que Pogačar peut-être qu'après ne va plus faire le Tour de France, Vingegaard pareil. On ne sait pas, et donc oui, pour moi, il a encore l'opportunité, il est encore jeune aussi, de gagner un jour le Tour de France, mais les deux, ça me paraît compliqué, en tout cas pas comme un Pogačar. Il n'a pas cette fibre de pur grimpeur, on l'a vu souvent aussi ici même. Surtout dans les Tours de France d'aujourd'hui. Mais il a toujours une petite difficulté quand c'est en haute montagne, sur les grands tours, il y a toujours un jour où il y a cette difficulté-là, donc... les deux sont possibles, mais pas les deux en même temps, je pense. Jérôme, vous qui le côtoyez plus régulièrement, j'ai eu l'occasion moi de l'interviewer juste avant le Tour des Flandres. Je lui ai posé cette question-là, sans savoir ce qu'il ferait comme excellent résultat sur le Tour des Flandres. On sent que la question elle est un peu touchy et ça l'énerve un peu parce qu'on lui a souvent posé. Votre feeling, vous qui le croisez souvent? Je pense qu'il a choisi en fait, et moi je vais rejoindre un peu l'avis d'Axel. Il a choisi les deux. D'ailleurs, la preuve, c'est son choix de venir sur le Tour des Flandres cette année. L'année quand même où il passe chez Red Bull Bora-Hansgrohe, où il doit essayer de gagner le Tour de France avec cette équipe, il vient aussi sur le Tour des Flandres. Donc, et moi, j'aime pas les choses trop blanches ou trop noires. Non, mais c'est vrai, de plus en plus, on est là-dedans. Il y a toujours la zone grise. Et voilà, je crois qu'il doit pas se dire, allez, maintenant, je dois choisir. Est-ce que je vais faire le Grand Tour? Est-ce que je vais faire les classiques? Non, il faut qu'il continue comme ça. Et je pense que ses choix de course cette année montrent qu'il veut faire les deux. Alors avant le départ, dans les communiqués de presse de l'équipe et au départ à l'interview, Remco avait dit « Je viens pour gagner après ma 3e place de l'an dernier ». Il y avait une sorte de frustration, il y a l'orgueil du champion dans le sens positif du terme, l'orgueil du champion, il est venu pour gagner. Il a gagné et on a vu quand il a franchi la ligne, dans une proportion différente évidemment de la victoire de Wout van Aert à Paris-Roubaix, mais on a senti une frustration, Axel, qui s'échappait. L'an dernier ça lui a pas plu, il est revenu, il a gagné, c'est ça Remco. Oui, d'accord, mais il faut quand même remettre les choses à sa place. Parce qu'il était ultra favori. Ce qui n'est pas évident à gérer. De très très loin. Je pense que tout le monde s'attendait à ce que Remco soit au minimum sur le podium, mais il était... En fait, deuxième, c'était comme perdre pour lui. Surtout hier. Il n'y avait pas Pogačar, il n'y a pas Van der Poel. C'est quand même une situation dans laquelle il y avait énormément de pression. Je pense que c'est surtout la pression qui s'est relâchée par rapport à ça et le fait d'avoir gagné quand même une classique cette année-ci. Je pense que c'est un coureur qui, comme on l'a dit, pour répondre un peu à Cameron, moi la façon dont je vois Remco sur les grands tours et pour le futur, c'est que ses atouts à lui, il les a toujours surdéveloppés. Donc le chrono, il a toujours entraîné sur les chronos, sa masse musculaire est toujours imposante. La faiblesse d'un coureur en haute montagne, c'est la masse musculaire. Donc à un certain moment, il faut faire un choix. Ou bien on essaye de se débarrasser de sa masse musculaire et d'améliorer en haute montagne, alors on perd notre atout dans les chronos. On sait très bien que sur les chronos, c'est là où on va pouvoir faire la plus grande différence par rapport avec des coureurs comme Pogačar et Vingegaard. Donc c'est les choix qu'il doit faire. À mon avis, ils ont travaillé déjà tout l'hiver, parce que le grand secret de l'année, c'est Remco sur le Tour des Flandres, sur son explosivité. En travaillant son explosivité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore augmenté sa masse musculaire. Donc ça devient encore plus compliqué pour le Tour de France cette année-ci. Donc je pense que l'objectif numéro 1 cette année-ci, c'était vraiment de gagner une classique. Pourquoi? Et si possible, le Tour des Flandres. Après, le Tour de France, on verra bien. En plus, avec l'arrivée de Sexas,
ça va quand même compliquer les choses, surtout dans la haute montagne. Mais on ne sait jamais. Il y a encore la Vuelta par après pour préparer les championnats du monde. Je pense que c'est possible de ce point de vue-là. Les grands tours, il y en a 3. Hein, il peut encore une fois. Et du coup, avec son physique, c'est plus difficile la même année de concilier et les classiques et le Tour de France. Moi, je considérais plus sur sa carrière. Ah oui, moi je pensais sur le moyen terme. Sur le moyen terme. Parce que ce que Pogacar fait et gagner les classiques sur la même année et le Tour de France, ça je vois pas Remco le faire. Et j'entends beaucoup dire, attention, l'arrivée de Sexas, c'est un sale coup pour Remco parce que Remco est quand même un peu plus jeune que Pogacar, beaucoup plus jeune que Vingegaard, donc son tour va arriver, mais non, pas de chance, Sexas arrive. Moi, je pense quand même que l'arrivée de Sexas va avoir du bon pour Remco. Nos chers amis qui nous écoutent, qui sont en Belgique toute la semaine, organisateurs du Tour de France, je vous mets ma main à couper qu'ils vont vous remettre un peu plus de kilométrage contre la montre dans les années à venir sur le Tour, n'est-ce pas, Axel? Moi, je suis pas certain. Bon, moi, j'en suis convaincu. Mais bon, on en reparlera. Et puis, je pense qu'il y a autre chose. Et là, Axel a dit, le Tour des Flandres, la fin, moi, je crois, je ne lui en ai pas parlé, mais j'ai vraiment la profonde conviction qu'après coup, quand Remco a regardé Milan-San Remo dans son fauteuil, il s'est dit mince. Ouais. Pour le je crois que oui. Et il s'est dit j'aurais pu la gagner. Oui, d'accord. Et donc à un moment donné, il y a peut-être eu aussi un déclic à ce moment-là. Et c'est vrai que le but, en tout cas annoncé, communiqué, c'est le Tour de France chez Red Bull. Mais le Tour de France arrive en juillet. Quand on est dans une nouvelle équipe, qu'on commence la saison, même si ça a été moins médiatisé, qu'on gagne 6 fois, depuis hier, il est à 7 victoires individuelles, plus une contre la montre. Il n'y a aucun coureur qui a gagné autant, même pas un sprinter. Il est le recordman de victoires au moment où on parle. Et en gagnant l'Amstel hier, quand on est chez un nouvel employeur et qu'on performe, on attendait peut-être performer un peu plus tard, peut-être à partir de cette semaine-ci. C'est important. Mais aussi par rapport à ses équipiers. Vous avez fait l'interview de Nico Denz, Jérôme, dans un excellent français. On avait oublié qu'il avait roulé pour AG2R, l'allemand. On sentait une vraie admiration de Nico Denz pour Remco Evenepoel et aussi vraiment la certitude qu'il avait su créer une osmose dans cette équipe, du moins dans le noyau des classiques. Je parle pas du tout, mais là il y a vraiment à 100% un noyau derrière Remco. On s'en doutait, hein. On voit souvent que c'est un leader qui arrive quand même à fédérer, mais là c'est vrai qu'en quelques mois il a déjà réussi à le faire chez Red Bull et ça vient récompenser aussi tout le travail de Red Bull durant tout le printemps. C'est vrai que Jordi Meus avait gagné au Samin, mais c'est quand même une course un peu moins importante que l'Amstel. Red Bull a très très bien roulé avec et sans Remco pendant tout le printemps et je pense que du côté des équipiers, on a pris cette victoire d'Evenepoel comme une récompense sur l'ensemble du printemps. Alors il avait dans sa roue au moment où Grégoire est sorti, il a réagi à l'action de Grégoire à 40 km de l'arrivée. On se retrouve à 3 avec Skelmos, Grégoire et Remco Evenepoel et là on sent un Remco qui est confiant en son sprint et qui en même temps se dit Grégoire est quand même un mec qui va intrinsèquement un peu plus vite que moi, je dois tout faire pour le lâcher. Est-ce que vous avez ressenti ça ? Oui, je pense parce que, comme vous dites, Grégoire a une bonne pointe de vitesse et donc... Je ne dis pas qu'il ne l'aurait pas battu, hein, mais tant qu'à faire... Non, mais tant qu'à faire, s'il savait le faire, c'est une épine hors du pied quand même, donc d'arriver avec quelqu'un comme ça à la ligne, on se pose toujours plus de questions. Et je pense qu'il a senti aussi qu'il était beaucoup plus fort, ou peut-être pas beaucoup plus fort, mais qu'il était plus fort que Skelmos dans les montées. Du coup, il avait toute confiance en son sprint, même si je me demande quand même pourquoi il n'a pas essayé du coup la dernière fois. De lâcher Skelmos. Est-ce que c'est parce qu'il ne savait pas ou est-ce qu'il avait vraiment confiance? Moi, je pense qu'il a tiré les leçons de l'année dernière. Hein. L'année dernière, Pogacar. L'année dernière, Pogacar sort trop tôt avec vent de face. Et il n'arrive pas à faire la différence. Dans l'interview, il explique, il dit « Je voulais aller avec Skelmos pour le régler au sprint parce qu'on est plus fort à 2 pour résister au retour derrière. » Et il a senti aussi que Grégoire était limite dans le Kuttenberg. Il l'a vu, il l'a senti. Donc il s'est dit en accélérant dans la première montée du Cauberg, je vais me débarrasser de Grégoire, c'est ce qui s'est passé. Et puis quand on regarde la dernière ascension du Cauberg, on voit quand même bien qu'il n'essaye pas de sortir Skelmos de sa roue. Hein. En fait, tactiquement, il a vraiment été super fort, je trouve, sur la course. Et Skelmos n'essaye pas de lâcher. Il a aussi continué à bien prendre ses relais. Quelque part, est-ce qu'il ne faisait pas encore plus mal à Skelmos en haussant le rythme, comme ça, dans chaque bosse, en le tirant il avait très vite vu que Grégoire était limite. Je crois que c'est dans le Kuttenberg. Très, très vite. Et donc, à un moment donné, en effet, il a fait
individuellement avec Grégoire ce que son équipe a fait collectivement avec tous les autres, parce que ça a commencé à 120 km de l'arrivée. C'était le rouleau compresseur mode UAE Pogačar, hein, exactement. Alors vous direz, c'est facile de faire un copier. Ouais, il faut être capable de le faire quand même aussi. Et donc le nombre de coureurs qui sont déjà arrivés au moment où on arrive un peu avant vers le Hazer-Boss, là, au moment où à 60 km, là, tout se succède. Mais les gars, pratiquement 80% de l'opposition était usée, cuite. Faut pas oublier, c'est une course de 250 km. Et donc après, se retrouvant à 3, il fallait éliminer le risque Grégoire. Et moi, quand j'ai vu le visage heureux de Skelmos après l'arrivée, et le petit mot qu'il est allé lui dire, je crois que Skelmos avait compris depuis très très longtemps, et forcément ce que Skelmos comprend, Remco doit le sentir aussi. D'ailleurs, regardez, moi je me souviens pas d'un sprint à 2 comme ça dans une grande course. On a toujours l'image de Pidcock, Van Aert ou même de Kwiatkowski, Gilbert, enfin toujours des sprints très serrés. Il y a une seconde. Hein. Ouais, on a. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi j'ai cru voir un sprint avec le grand Tim Merlier et qui, comme on dit, avec 10 man top de photo, avec personne d'autre sur la photo. Donc il était sûr de son coup, et je pense que ça a été en effet tactiquement, stratégiquement, très très bien réfléchi, et cette impression de sérénité qu'il a donnée à l'autre. Enfin, pourquoi il m'attaque même pas dans le Cobert, quoi. Non, mais il a peut-être fait le pire. Visage, hein, impossible de lire quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, ce que vous dites, c'est peut-être intéressant aussi pour du coup les courses qui arrivent, bien la Flèche Wallonne. On va en reparler, mais de durcir la course et de du coup pas attendre le mur de 8, et ce serait un peu. Mais c'est toutes les lignes. Ça fait 23 ans, l'époque d'Axel. Ouais, sorry, Axel, de le rappeler, j'aurais pas dû dire les indices. C'est pas grave. Il y a quelques années. Donc, depuis Astarloa, on a toujours une course de côte. Le papa de Cameron a failli réussir ce coup-là aussi. Donc ça n'arrive plus. Mais avec l'équipe qu'il y a, s'il y a une équipe, en l'absence de Pogačar, qui peut essayer, je dis pas de faire arriver Remco tout seul au pied, mais en tout cas de mettre un groupe peut-être de 5, 6, 7, 8 coureurs au lieu de ce peloton immense où on se dit « Ah, c'est le placement, si on est au-delà de la 20e place, on est foutu », c'est l'équipe Bora. Et je vous promets d'en reparler. Mais on conclut d'abord. Pour revenir au sprint entre Remco et Skelmos, ce qui est marrant, c'est un peu copie conforme de ce qu'on a vu au Vélodrome. Hein. Van Aert était dans la route, Pogačar, c'est lui qui lance, et Pogačar se rassied très vite, et on comprend que Van Aert va gagner. Ici, Skelmos, il se rassied très vite aussi, parce qu'il sent qu'en fait, il pourra pas lutter. Et très bien vu tactiquement, quand juste avant la flamme rouge, évidemment, Remco le fait passer pour être derrière et lancer son sprint en 2e position. L'Amstel Gold Race, finalement, quand on regarde le palmarès de Remco, San-Sébastien, Liège-Bastogne-Liège, on est dans des courses différentes. Est-ce que finalement l'Amstel, avec des côtes plus nombreuses, mais un peu moins longues, et ces longs faux plats par contre qui font mal et qui empêchent la concurrence de récupérer, et ce qui lui permet d'emmener sa haute cadence, est-ce que ce n'est pas la classique, Axel, qui convient le mieux à Remco? Il a en tout cas dit, moi c'est une de mes courses préférées, et sur ce qu'on a vu hier, c'est quand même sur ses qualités là du moment en 2026, la course qui lui convient le mieux? Je suis pas tout à fait d'accord, parce que bon, je vous pose une question. Non, mais parce que sur le Tour des Flandres, il a prouvé qu'il s'était dans ses cordes. Le seul problème, c'est qu'il est tombé sur Pogačar, qui est extraterrestre. C'est tout. C'est une course qui lui convient parfaitement aussi, le Tour des Flandres. Liège-Bastogne-Liège lui convient parfaitement. Il a déjà gagné 2 fois. Ce sont toutes des courses. En fait, ce qu'on retrouve à présent dans toutes ces courses et ces monuments, c'est que les courses deviennent de plus en plus dures. Donc pourquoi on a toujours les mêmes coureurs qui gagnent? Parce que les courses sont de plus en plus dures. Si on fait un marche arrière et si on va 50 ans en arrière, on se retrouve avec des courses comme le Tour des Flandres, qui est une grande kermesse, qui n'était pas aussi dure, qui était beaucoup plus difficile à gagner pour des coureurs qui savaient grimper. Par contre, maintenant, j'en ai encore discuté il y a quelques années avec Steven, qui me dit, pour nous, des coureurs de plus de 70 kilos, ça devient presque impossible de gagner des courses de ce calibre-là. Pourquoi? Parce que si les Pogačar commencent à se pointer, à faire des courses sur les Tours des Flandres, qui est ultra dur, donc c'est dans les courses de Remco, donc c'est à son avantage. En faisant les courses toujours plus dures, c'est sûr qu'on va toujours retrouver les mêmes coureurs qui vont remporter les grandes classiques. Et c'est ça le paradoxe par rapport à avant. Et je pense que c'est pour ça que les courses, comme elles sont maintenant, on peut même parler Milan-San Remo. Hein. Il y avait pas de Cipressa, hein, non, Milan-San Remo. Hein. Il y en a un qui a gagné 7 fois sans la Cipressa. Je veux dire, les gens oublient en fait que et on a failli la durcir encore plus. Hein, oui, ils voulaient encore la faire encore plus difficile. Donc quoi, on va jouer encore plus dans l'écart des coureurs comme Tim. C'est quand même très difficile de gagner un Tour des Flandres. Or,
on revient en arrière, c'est les coureurs comme ça qui gagnaient le Tour des Flandres aussi. Absolument. Donc il y a beaucoup moins de choix, il y a beaucoup moins d'opportunités pour des coureurs comme ça. C'est un avantage pour Remco, c'est un avantage pour Pogačar d'avoir des courses qui sont de plus en plus difficiles. Et un Van der Poel qui, à son meilleur niveau, est capable de passer les bosses comme ça. Et c'est ça le paradoxe des courses actuelles et des grands monuments. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent... C'est bien ou c'est pas bien, Axel ? Est-ce que vous regrettez l'avant ? Moi, je regrette rien, parce que moi, mon temps est passé, et tant mieux pour non, mais l'amateur, l'amoureux du cyclisme que vous êtes. Ouais, je pense qu'il faudrait un peu plus pour tout le monde. À toujours vouloir un léger déséquilibre. Oui, il va toujours vouloir faire. Et je pense que le succès du Tour des Flandres aussi, en partie, est le fait que Pogačar est au départ et qu'il va remporter encore quelques fois le Tour des Flandres. C'est sûr. L'organisateur a fait un très bon investissement en faisant ce parcours-là. On sait très bien l'aspect financier. Tant mieux pour eux, et c'est bien vu. Mais quelque part, qui va lâcher du lest et rendre les courses un peu plus faciles, justement pour donner l'opportunité à certains coureurs de gagner des grandes classiques. Personne ne voudra le faire, parce qu'ils veulent tous avoir Pogačar au départ. Ils veulent tous avoir Remco et Evenepoel au départ. Et puis ils voudront tous avoir Sexas au départ. Un profil comme Arnaud Delis, en bonne santé, en forme, le Arnaud qu'on connaît, qu'on espère revoir, c'est un gars qui pouvait jouer la gagne sur l'ancien parcours du Tour des Flandres. Aurait encore plus pu jouer la gagne sur l'ancien parcours, l'Amstel Gold Race. Moi, les premiers que j'ai commentés avant Swift. C'était une toute autre course. Mais c'était... Mais avec tout le respect pour lui, jamais Philippe Gilbert ne gagne autant de fois l'Amstel Gold Race sur l'ancien parcours. C'est exactement ce que Axel et en même temps, effectivement, par rapport à son papa. Médiatiquement, ce Koberg est devenu un des endroits mythiques du cyclisme, et ça marchait. C'est la prochaine course, c'est mercredi. Claudie Criquillon, 1985, première fois. 41 ans. Oui, avant... Vous aviez des profils de coureurs qui ont pu gagner la Flèche Wallonne. Aujourd'hui, vous savez parfaitement que ce type de... Alors, c'est spectaculaire, c'est l'arrivée la plus dure de tout le calendrier, c'est magnifique, mais ça enlève quand même énormément d'options. Si Claudie Criquillon avait eu sur Liège-Bastogne-Liège un final aussi dur que celui de la Flèche Wallonne, il aurait gagné sa doyenne. Alors, c'est vrai qu'il y a des parcours qui ne changent pas. Paris-Roubaix, c'est ça. À part la Cipressa, d'une manière générale, pour le moment, Milan-San Remo, c'est ça. Mais les autres courses, on l'a dit, on le répète, et ça me fait plaisir sur un ancien coureur qui le redise, on va vers une durcisation, un durcissement. J'ai envie d'inventer un mot parce que je ne le trouve pas. On augmente vraiment la difficulté de chaque... Et c'est dommage. Mais même pour les Tours de France, par exemple, pour les purs sprinters, on enlève aussi de... Non, alors que... Bon, vous êtes un peu avocate, je comprends. Mais je suis peut-être pas objective, mais c'est quand même beau de voir un pur sprint comme ça dans un Tour de France. Quand on repense aux années, par exemple Cavendish, Marcel Kittel, c'était quand même, ça faisait partie du Tour de France et pas seulement les gars du classement et toujours durcir la course. Je trouve ça dommage aussi. L'audience télé qui rentre en compte dans les mais est-ce que ça crée justement... Oui, le sprint est sympa et vous comme moi, Rodrigo, c'est très bien à commenter. Mais les gens, au moment où ils allument leur TV, ils connaissent pas l'épilogue. Hein. Vous savez que bon, quand c'est Pogačar ou Merckx qui attaque à 60 km de l'arrivée, on se plaint aussi. On se plaint aussi. Mais oui, mais c'est évident. Mais à un moment donné, un sprint. Oui, il faut des sprints. Mais oui, pour le moment, je ne sais pas ce que les sprinters ont fait. On l'a déjà dit à cette génération aussi d'organisateurs. Mais véritablement, ils ont dû leur faire quelque chose de très mal. Allez, je referme la parenthèse et je reviens sur Remco Evenepoel, sur le bilan de Remco Evenepoel depuis le début de la saison. Vous l'avez dit, Rodrigo, 7e victoire. C'est le coureur qui a le plus gagné, sprinter compris, depuis le début de la saison. Et je vais reprendre 4 moments. Tour de la Communauté de Valence, on a trouvé un Remco Evenepoel plutôt emballant. Le Tour UAE, un Remco Evenepoel un peu plus inquiétant. Le Tour de Catalogne, un Remco Evenepoel rassurant. Et un Tour des Flandres avec un Remco Evenepoel quand même très encourageant. Est-ce que le succès de l'Amstel, sans doute que oui, change le bilan du début de saison de Remco Evenepoel, Jérôme ? Elle n'est pas facile cette question. Est-ce que ça change le bilan ? Vous voulez pas répondre ? Alors, ça améliore le bilan en fait, parce que c'est vrai qu'on a encore les images du Tour des Émirats où il est peut-être pas allé décrocher la place que nous on souhaitait ou qu'on espérait. Il n'a pas rassuré, Jean. Mais comme l'a souligné Rodrigo, c'est quand même le coureur qui a gagné le plus depuis le début de saison. Donc, et vous l'avez dit vous-même dans un des premiers podcasts,
c'est toujours un peu compliqué, vu la manière de rouler de Remco, de juger est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce qu'on s'arrête au nombre de victoires ou à son attitude sur le vélo. Hier, il y avait les deux. Jusqu'ici, moi je dirais qu'il est dans les clous. Personnellement, je lui demande pas d'être à 100% toute l'année et de gagner toutes les courses auxquelles il participe. Et ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire en début d'émission, qu'en haute montagne, il a plus difficile que sur les courses d'un jour ou au sprint qui a amélioré son explosivité. Comme Axel le dit aussi, peut-être prendre un peu plus de masse musculaire pour un tour des Flandres par rapport à une autre montagne. Ça rejoint ce qu'on a dit au début. Il sait le faire parce qu'il a gagné une Vuelta et qu'il a fait un Tour de France 2024 sans aucun jour sans et où il était là, il fait 3e. Alors c'est vrai que l'écart avec Pogačar était important, mais il était là. Et dans une même saison, Pogačar le fait, et dans un autre style, et ça a posé question à ce moment-là chez les femmes, Pauline Ferrand-Prévot aussi, sur une même saison, en faisant de gros efforts qui peuvent quand même faire mal à l'organisme, est capable aussi de changer de gabarit. C'est pas ce qu'on demande à Remco, mais on a vu dans le cyclisme féminin que c'était jouable. Le bilan de Remco ? Le bilan, pour moi, c'est son meilleur bilan depuis qu'il est passé professionnel à ce stade. Donc c'était un excellent bilan. Non, mais ça c'est des faits. Mais il y a des explications aussi. À quand remonte la dernière fois qu'il a eu un hiver tranquille. Donc à un moment donné, il y a eu cette chute, c'est vrai, autour de Catalogne qui nous a fait peur. Après, le reste, ça a été une question de choix. Je continue à dire que moi, mon seul regret, c'est qu'il n'ait pas participé à Milan-San Remo. Voilà. Mais il ira. Je pense qu'il ira l'année prochaine si tout se met dans ce sens-là. Mais d'une manière générale, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? L'année dernière, il est arrivé, sa première course, c'était la Flèche Brabanson. Il a battu Van Aert. Et il l'a gagné. Alors on a dit, waouh, mais c'était sa première course. Puis après, il n'était que 3e à l'Amstel. On s'est dit, oh, c'est moins bon. Et alors, il n'était plus que 9e à la Flèche, et puis il n'a pas pu être dans le coup à Liège. Donc on s'est dit, on était déçus. C'était un gars qui avait repris après une très très longue indisponibilité, après avoir été quand même meurtri drôlement profondément dans sa chair, et plus tout l'aspect psychologique qu'il a dû avoir, on l'a déjà évoqué, on va pas revenir dessus. Donc, ici, quand Remco est professionnel depuis qu'il a 19 ans, il en a 26, mais je crois que c'est la deuxième fois de sa vie qu'il fait une approche complètement tranquille, psychologiquement, physiquement. Les résultats sont là. Il est donc de toute façon plus fort, nettement plus fort que l'année passée, à la même période. Sera suffisant pour battre le meilleur coureur du monde dimanche prochain. Et on en reparlera, un jeune, les punchers. D'un autre côté, les deux meilleurs grimpeurs du monde, Pogačar et Vingegaard, ne seront pas sur le mur de oui. Donc, il aurait tort de ne pas vouloir jouer sa chance. Donc, de manière globale, moi, je dis c'est vraiment un bilan tout à fait remarquable de la part de Remco Evenepoel à l'heure qu'il est. Et on arrive à la Flèche Wallonne parce que je sens votre impatience et je fais la transition, Axel, avec vous. Est-ce qu'une victoire à la Flèche Wallonne ou à Liège-Bastogne-Liège est finalement nécessaire pour dire le bilan est réussi ? Dit autrement, s'il ne gagne pas la Flèche, s'il ne gagne pas Liège, ce qu'on vient de dire maintenant sur son bilan ne changera pas. C'est un excellent bilan. Non, je pense que son bilan est très satisfaisant. Je pense qu'il a fait un très bon début de saison. Je pense qu'il a très bien joué aussi à l'Intox. C'est très bien sur le Tour de Flandre. Et un coup d'Intox, à mon avis, encore aussi, c'est quand on entend son interview hier. Oui, je voudrais faire la Flèche Wallonne, mais je ne sais pas si je peux la faire. Un faux ou un toc, je ne sais pas. Je ne sais pas qui décide. C'est pas parce que soi-disant c'était plus lui qui décidait, mais à mon avis, en connaissant un peu le caractère de Remco, il a quand même dit je veux faire le Giro, le Tour des Flandres. Il a eu gain de cause. Oui. Un des deux, s'il vous plaît, et je ferai l'un des deux. Oui, exactement. Donc s'il a envie de faire la Flèche, je pense qu'il sera au départ de la Flèche. Et s'il gagne la Flèche et Liège ou une des deux, ce sera encore meilleur. Mais je pense que son début de saison est quand même plus que satisfaisant et réussi en fait pour moi. Ce qui est important de souligner aussi, c'est à quel point il va gommer ses défauts. Quand on reprend le début de sa carrière, à un moment donné, on a dit qu'il ne savait pas descendre, mais il n'y a plus de souci à ce niveau-là. On a dit qu'il n'avait pas de punch, je pense qu'il a gommé ce défaut-là aussi. Et ici, avec le sprint, il gomme un autre défaut, entre guillemets. Hein. Oui, ou en tout cas des qualités qu'il n'avait pas et qu'il a dû travailler. Oui, défaut, c'est un mot qui ne convient peut-être pas, mais des qualités... la zone grise. Voilà, la zone grise. Des qualités un petit peu moins développées chez Remco Evenepoel. La Flèche Wallonne. Donc, je rappelle qu'on enregistre cette émission lundi midi. On n'a pas encore, là, maintenant, la confirmation officielle de la participation de Remco Evenepoel, mais
On l'a entendu avec Axel, Jérôme a fait l'interview de Remco hier. On part du principe qu'il sera bel et bien au départ à Herstal, départ inédit. On remonte un peu vers une autre partie de la Wallonie, dans la région liégeoise, avec donc un début de course aussi un tout petit peu plus vallonné que quand on part de Charleroi. Ça peut avoir son importance, oui, plus dur, plus d'ailleurs, Remco a dit dans son interview qu'il était content que la course... C'est plus usant. Voilà, et comme on l'a dit tout à l'heure avec Rodrigo, que c'est peut-être intéressant pour du coup durcir la course avant le mur de 8. On y vient. Je rappelle juste, parce que c'est important dans la discussion. L'enthousiasme avec lequel elle a dit ça. Et moi, je suis là. Et moi, et je touche l'enthousiasme de Cameron. Je vous donne la parole juste. Je vais reprendre sa place. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, il devait aller au milieu de encore deux émissions, et je suis dans mon gîte. Laissez-moi le temps d'installer et de les tondre, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué et ils commencent à avoir chaud, les pauvres bêtes. Alors, juste vous rappeler. C'est très intéressant. La montée des dizaines de fois ce mur de oui, à partir du dernier rond-point, 1300 mètres, 9,6% de déclivité moyenne, les 900 derniers mètres à plus de 11%, et à partir de ce virage Criquelion, le fameux virage Criquelion, le passage, si on choisit la corde ou pas, à 19 ou 26%, ce mur fait donc la légende de la Flèche Wallonne depuis bien avant 85, puisqu'on l'a déjà escaladé quelques fois, mais depuis 1985 pour l'arrivée et la victoire de Claudie Criquelion. Et je vous conseille par ailleurs, comme ça c'est fait, le podcast Archive Club réalisé par Gaëtan Van Kerkom, Mathieu Hélin, en compagnie de Rodrigo Benkens, consacré à l'histoire de la Flèche Wallonne, dont on disputera donc la 90e édition ce mercredi. Effectivement, il faudra donc anticiper. Les chiffres, je voulais les rappeler parce qu'on se dit que ça correspond plus à un Sexas, à un Martinez ou à d'autres coureurs de ce type-là qu'à Remco Evenepoel. Remco, et j'en suis aussi un peu convaincu, peut gagner cette Flèche Wallonne, mais il doit anticiper. Cameron, je vous écoute. J'ose plus parler, moi. Mais maintenant vous avez porte ouverte. J'ose plus rien dire. Dernière demi-heure spéciale Cameron, c'est parti. Comme on l'a déjà dit, on sentait quand même l'enthousiasme de Remco dans son interview avec le départ du coup de Herstal et plus de Charleroi au Namur, et c'est vrai que ça peut être, c'est dans son avantage avec l'équipe qu'il a de durcir la course, comme on l'a vu déjà à l'Amstel un petit peu au final, et d'arriver peut-être avec un plus petit groupe au pied du mur. Il a gagné en explosivité, et si ses concurrents sont déjà un peu entamés, comme on dit, au pied du mur, il a toutes ses chances. Maintenant, si c'est comme les éditions précédentes et arriver à un plus grand groupe au mur de 8, là je veux juste encore voir justement quelle explosivité il a dans un mur de 8 par exemple, et ça c'est un peu la question qu'on il est meilleur que l'an dernier, 9e l'an dernier, et pourquoi pas là aussi faire mieux. Juste sur la liste qu'on a pour le moment, le nom des gars qui sur papier, sur une telle ascension, sont a priori meilleurs que Remco Evenepoel: Paul Sexas, Lenny Martinez, Valentin Paré-Peintre, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, Skelmoz, Ciccone, Cosnefroy. Il y a quand même du beau monde à larguer avant le pied du mur. Tous ces noms-là. C'est la liste. Mais c'est l'animateur ou c'est le journaliste qui parle? Parce que vous êtes sûr que tous les noms que vous venez de citer sont meilleurs? La liste officielle n'est pas sortie. Vous dites vous venez de dire ceux qui sont sur le papier meilleurs que Remco. Je dis sur papier, intrinsèquement, au pied de la bosse, sur mon papier que je monte intrinsèquement. Moi, je suis pas convaincu par tous les noms que vous venez donner. Dites-moi lesquels. Lesquels sont vraiment plus forts que Remco? Moi, je pense que dans la forme dans laquelle il a, alors je ne crois pas non plus qu'ils doivent anticiper. Il peut anticiper, mais ça veut donc, à contrario, ça ne veut pas dire que si on arrive à 60, que Remco soit battu avec les jambes qu'il a. Parce qu'il faut voir, comme le disait Cameron, dans quel état vont arriver ces 60. C'est 206 km, Rodrigo, c'est pas 260. Oui, mais ce sera la troisième ascension. Oui, mais ce sera la troisième ascension. Il y aura quand même une usure. C'est quand même vachement dur. Il y a quand même un peu plus de. Il y a des côtes qui sont plus dures quand même qu'à l'Amstel. Elles sont plus longues. Faut avoir quand même fait RF 3 fois. C'était sa côte préférée. Est-ce qu'il y a moyen de faire la différence avant? Attendez, mais là vous oubliez quand même un facteur assez important. Je suis désolé, mais est-ce que vous avez bien regardé le Pays Basque? Oui. Est-ce que vous avez bien regardé le Tour de Pays Basque? Parce qu'une course plus dure, c'est l'avantage de Sexas aussi. Évidemment. Un peloton plus petit, c'est à l'avantage de Sexas aussi. Évidemment, placement. Donc est-ce que Remco est capable de gagner les Flèches Wallonnes? Évidemment, parce que c'est un grand champion et il a gagné en explosivité, et il est en super forme, il a la confiance de gagner l'Amstel. Mais c'est aussi, on va mettre Sexas sur le même pied à 19 ans que Remco à la Flèche Wallonne, à mon avis. Que la course soit dure ou pas,
ils sont sur un pied d'égalité. Les noms que vous avez cités, c'est certainement des très bons coureurs. Il y en a qui seront probablement sur le podium. Hein. Si les deux autres sont sur le podium, il y a encore une place. Mais l'avantage de durcir la course est un avantage pour Sexas aussi. Pour les deux. Il ne faut pas l'oublier. Si Red Bull décide de mettre le feu et de suffoquer leurs adversaires comme ils l'ont fait sur l'Amstel à la manière du UAE, des UAE, c'est la manière que Sexas voudrait que la course se déroule. Et donc on pourrait se retrouver au pied du mur avec un groupe de 4-5 costauds uniquement, dont Sexas et Evenepoel. Non, je pense pas. Non. Donc scénario classique. Non, parce que peut-être un peu moins, peut-être que le peloton c'est peut-être un peu plus émoussé, mais à 3-4, je sais pas. Imaginez Sexas et Evenepoel. Le niveau du cyclisme actuel est tellement élevé que pour vraiment les sortir à 2-3, il va falloir quand même. Je sais que les deux coureurs sont vraiment des coureurs exceptionnels, mais c'est quand même plus la même chose qu'il y a quelques années. Mais ce que dit Axel est essentiel. La course de mercredi est très différente de celle de dimanche. D'abord par son final, qui convient beaucoup mieux à Sexas, et puis par son kilométrage. Sexas est un talent hors norme. On est tous d'accord ici hors de la table. Mais il n'a jamais disputé la Flèche Wallonne. Il disputera dimanche son premier monument. Cette année, la course la plus longue qu'il a disputée, c'est l'Estrade Bianche, où il y avait 60 km de moins. Donc il arrive quand même dans une course où il n'a pas d'expérience, et quand même sur la longueur, il a fait Kigali, 13e à peu près, je crois que c'est la seule fois qu'il est allé dans ce kilométrage-là, il n'a jamais été en mesure de jouer la gagne, mais il était très performant pour son âge, je n'en disconviens pas. Donc, maintenant, on arrive avec Sexas à 6, et par rapport à ce qu'on a vu au Pays Basque, à 6, à 12, à 15, Sexas est le super favori. Il n'y a aucun doute. À 19 ans, c'est le super favori. Maintenant, si on arrive à 60, la difficulté pour Sexas, et je ne sais pas s'il a les équipiers tous pour le faire, c'est le placement. Si Sexas arrive et est mal placé et se retrouve aux alentours de la 30-40e place, maintenant si Sexas arrive et là où il doit être, c'est dans les 10 premiers au pied du mur, celui qui le battra gagnera. Alors nous ici, on tire ça, c'est l'impression qu'on a par rapport à ce qu'on a vu aux Pays-Bas. Évidemment, et on tire des plans sur la comète et on imagine que Remco doit anticiper. Est-ce qu'il va anticiper dans la confiance qu'il a pour l'instant, après la victoire à l'Amstel? On sait qu'il a confiance en lui, il a raison. Il va peut-être tout simplement attendre. On sera peut-être déçu du déroulement, peut-être pas du final, hein, mais du déroulement. Et on aura une équipe Red Bull qui nous aura. On n'en sait rien en fait. Enfin, on va pas faire la course à la place des. S'il y va, c'est qu'il va pour gagner la ambition. Et s'il anticipe, il faut pas croire qu'il va réussir à sortir tout le monde de sa roue. Il aura de toute façon Sexas dans sa roue parce que le briefing Décathlon, ça va être ça aussi. Hein. On surveille les Red Bull et on les colle et on les lâche pas d'une semelle. Donc quoi qu'il arrive, il aura des coureurs sur son porte-paquet, tout comme il a eu des coureurs sur son porte-paquet à l'Amstel. En fait, il avait Grégoire Esquielmoz. Donc moi, je suis pas sûr qu'on va tenter des grandes manœuvres pour anticiper. Mais c'est quand même sympa, en l'absence de... Comme quoi, quand il est pas là, parfois on a d'autres scénarios, en l'absence de Pogacar, d'évoquer d'autres scénarios, parce que tous les ans, on l'évoque, mais sans réelle conviction, Rodrigo. Ici, on se dit que, vu les forces en présence, on risque plus que par le passé d'assister à une autre Flèche Wallonne. Ouais, c'est devenu impossible. Moi, je me souviens de l'époque, il n'y a pas encore si lointaine, où c'était Bernard Hinault qui parlait dans le micro et on avait ça, et il était furieux, quoi. Et alors après, le moment amusant, c'est quand on lui tendait son micro, et Bernard Hinault, alors c'était le jour de l'année où il critiquait tous les directeurs. Mais où ont-ils été à apprendre le métier? Mais ils font tous le jeu à l'époque, c'était Valverde et tout ça. Bon. En tout cas, c'est vrai, vous l'avez dit, pendant plus de 20 ans, on n'a pas trouvé la solution. Qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'on va la trouver maintenant? Maintenant, Remco Evenepoel est peut-être un de ceux ou le coureur qui peut venir, peut-être pas complètement changer la donne, mais peut-être un petit peu la modifier. Le facteur X du Tour des Flandres, il est le facteur X de la Flèche. De toute façon, je pense que l'essentiel a été dit. Remco a tout intérêt à ce que les purs grimpeurs, et ceux que vous avez cités, très bien d'ailleurs, merci Rodrigo, Samuel, je tiens à dire, ils sont très justes, et vous verrez qu'ils seront dans les pronostics, les noms que vous avez cités arrivent le plus usés possible. D'accord. Sauf un, comme l'a dit Axel, quand on a vu le Pays Basque, sur une course de 200 km, Sexas, lui, sera à ce moment-là l'allié numéro 1 de Remco, ça je partage entièrement son avis.
On a déjà envie d'y être sur cette flèche wallonne. Vous vous souvenez d'un gars qui s'appelait Rick Verbrugge? Vaguement. Il s'appelle toujours Rick Verbrugge. Je le vois encore dans une image échappé seul avec un deuxième coureur belge. Attendez, ils avaient le vent de face. Axel. Je retiens plus facilement son prénom. Ouais. mais il l'a fait. Lui, il l'a fait. Voilà. Il l'a fait. Il a anticipé. Et il y a 25 ans, il a gagné la flèche. Et avec qui dans son oreille? Pour lui dire ce qu'il devait faire. Avec Claudie Criquelion. Ah, voilà. 2 fois vainqueur comme coureur et 2 fois vainqueur comme directeur sportif, parce qu'il y a eu Mario Hartz aussi. Et ça, pour ça, Claudie, il c'était bien de l'avoir dans l'oreillette aussi, lui. Hein. Il y a donc un quart de siècle, petit clin d'œil à Rick Verbrugge qui sera à nos côtés en radio pour commenter le final de cette flèche wallonne. Il l'a fait, il a anticipé, il a gagné la flèche parce qu'il n'était pas le plus punchy. D'autres peuvent donc le faire et on espère que ce sera le cas pour le spectacle en 2026. Voilà pour cette flèche wallonne. Il y a évidemment quelques absents. Pogacar, on l'a cité, Benilly, le malheureux, Del Toro, Ayuso, qu'on aurait aimé aussi voir sur cette semaine particulière, cette semaine wallonne. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la nôtre, évidemment. Les absents ont toujours tort, même si dans leur cas, évidemment, ils sont plus malheureux qu'autre chose d'être absents de cette semaine particulière. Je voulais aussi vous donner le nom des vainqueurs de 2 courses avant de faire le prono sur la flèche U23 du week-end. Dan Deckman qui a gagné Liège-Bastogne-Liège, c'était samedi espoir. Je vous les donne parce que ces gars-là, et vous en connaissez un paquet, Axel, souvent confirment. Et puis la 4e place de Matthijs van Kerkhoff sur ce Liège-Bastogne-Liège du 23. Et puis la Mons et Château classique a été remportée par Victor Van Eekhout devant le tout bon wallon Maxence Place. Il y a du beau monde aussi dans ce peloton-là. Et quand on voit un Sexas qui est favori de la flèche wallonne à 19 ans, ces gars-là ont l'âge, voire même quelques années de plus déjà pour certains, de Sexas. Oui, il faut juste regarder la course déjà hier, avec Philipsen qui est dans la finale. Et qui a fait une course fantastique. Albert, 19 ans aussi. Albert, oui, Philipsen, qui a remporté l'année dernière le Paris-Roubaix Espoir. Champion du monde il y a 2 ans. Oui, d'accord, mais ce sont des coureurs qui gagnent les courses chez les espoirs, et l'année d'après, leur transition, ils sont prêts, ils sont déjà là, ils sont présents. C'est vraiment le niveau des espoirs pour le moment, c'est vraiment... Et même encore 2 Belges qu'on a oublié de mentionner pour l'Amstel, qui sont tous les 2 dans le top 10. Verstring, qui a déjà montré quand même des belles qualités l'année passée au Tour de France. Et Maury Van Sevenant qui confirme aussi que c'est... 2e top 10 dans sa carrière à l'Amstel. C'est une belle course pour lui. Maintenant, je pense qu'il est fin de contrat. Je ne sais pas si son contrat va être renouvelé chez Soudal. Il y a du mouvement. Et donc, il doit confirmer ici, en tout cas. Et Emile Verstring a annoncé qu'il ne ferait pas la flèche, qu'il ferait l'impasse pour garder des forces pour Liège, qui est sans doute une course qui lui convient probablement. C'est plus qu'un crossman, Verstring. Il est fort. Non, mais c'est un coureur fantastique. Franchement, mais il ne faut pas oublier qu'on va arriver quand même à la flèche. Côté belge, on a la chance d'avoir Remco. Personne ne parle d'un Kerneuil de Brooks, mais moi je pense qu'il il peut parfaiment être dans le top 10. Aussi, non, mais même moi sur ce que j'ai vu sur la flèche Robinson, il peut aller, il peut ambitionner d'être dans le top 10. Et n'oublions pas quand même qu'on a Van Gils qui n'est pas là, on a Benoît qui n'est pas là. Je parle de gars qui ont fait des classements. Neis qui n'est pas là. Vidar n'est pas là. Van Eetveld n'est de toute façon pas mais dans quel état. Voilà. Donc on vient d'en citer 5, et je rappelle quand même que dans la période entre Hart, Verbrugge, Merckx et la période Gilbert, on n'avait personne. Hein. Ouais, on s'amusait sur les pavés, mais sur les classiques. Non, mais c'était dramatique. Ici, et à Remco, c'est super que Cameron ne nous fasse pas oublier quand même les 2 autres jeunes Belges qui sont là. Van Sevenant n'a plus été aussi bon que depuis le jour où il a failli gagner la flèche, parce que s'il ne tombe pas, peut-être que c'est lui, le dernier Star Laura. Personne ne peut le dire aujourd'hui. C'était une possibilité. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors, si vous n'avez plus rien à rajouter sur la flèche, c'était votre dernier mot ? C'était votre dernier mot. Le pronostic. Dans notre métier, on n'a jamais de dernier mot. Non, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est quand on demande de nous taire. Comme Axel, vous êtes de retour. C'est votre première cette année. Vous allez ouvrir le bal. Votre prono, avec donc, on rappelle le règlement, si vous ne l'avez pas encore lu, puisque vous revenez aujourd'hui, les 3 premiers du classement de la flèche wallonne et le meilleur U23. C'est vrai qu'il y a un paquet de jeunes au départ aujourd'hui qui seront potentiellement sur le podium. Le meilleur U23 de cette flèche wallonne. C'est parti, je vous écoute et je note. Je mettrai en 1 Sexas, en 2 Remco, et en 3 je vais quand même mettre Vauquelin, parce que ça fait 2 fois qu'il fait podium. Il en fera un 3e. S'il est tombé,
Et bon, le U23, forcément, c'est Sexas. Donc, Effectivement. oui. Je me demande si quelqu'un d'autre aura un autre U23. Je me pose la question. Rodrigo Benkens. Un Sexas, Ouais. 2 Martinez, Lénien. C'est à lui que je pensais. Et ouais, mais enfin, regardez. Daniel est là. Ouais, mais voilà. Il pourrait y avoir de discussion. Et 3, j'avais envie de mettre Cosnefroy, mais je vais quand même mettre Evenepoel. Allez. Un petit belge, j'aurais pas dit. Et votre U23, ce sera Sexas. Oui, ça, je pense que vous pouvez le mettre 4 fois. Hein. Je joue aussi. Hein. 5 fois. Et parfois, j'ai des pronos particuliers. Oui, mais c'est parce que vous m'avez tellement surpris. Non, je plaisante. Jérôme. Vous allez écrire Sexas 4 fois. Parce que je prends Sexas comme vainqueur, Vauquelin et puis Remco. Mais alors, pour changer un peu et parler de quelqu'un d'autre, je choisis un U23 différent de Sexas, Nordhagen de chez Visma. Vous prenez un risque qu'il faut s'expliquer. Oui. Mais ça, t'es sûr de perdre. Oui, mais c'est pas grave. Donc ton U23 sera de toute façon 2e. Oui, mais c'est pour parler de quelqu'un d'autre. Sinon, on ne fait que parler de Paul Non, Sexas. ce qui est intéressant, c'est si Nordhagen, effectivement, finit 4 ou 5. Et là, franchement, vous aurez droit à une petite gommette. Et comme Visma va devoir revoir ses plans sans Jorgensen, voilà, Nordhagen a le profil pour bien monter aussi le mur. Donc, on verra bien. Vous auriez vraiment été culotté en mettant Nordhagen à la place de Nexaxas à la première place. Oui, vous changez pas? Non, je ne change rien. Moi. C'est le moment. C'est votre dernier mot aussi. Oui. Allez, j'ai essayé. Cameron. Ben moi, vous pouvez mettre copier-coller du prono de Rodrigo. J'ai exactement la même chose. Sexas, Martinez, Remco. Et Donc il faudra partager le café si vous gagnez. Hein. Oui, mais on a souvent les mêmes pronos en ce moment. Oui, pour le moment, oui. Mais on ne gagne jamais. Si. Ah oui, vous avez gagné parce que je n'ai pas donné le résultat de la semaine dernière. Bon, égalité. Le prono sur la flèche Brabançonne, et là, il faut être très honnête, on a été mauvais, tous, puisqu'on a pronostiqué, personne n'a pronostiqué le moindre nom sur le podium final, qui certes était un tout petit peu surprenant avec la victoire de Foldager. C'est scandaleux de ne pas avoir pensé à Foldager, je trouve ça vraiment, franchement... C'était déjà compliqué de sortir son nom au moment où il a franchi la ligne. 3 points malgré tout, pour Cameron, pour Jérôme et pour Rodrigo, puisque vous aviez pronostiqué Del Grosso. Il commence en lui disant qu'on est nul, donc nul c'est 0, et puis finalement il nous donne quand même 3 points. Gérard Bullen, Samuel Grulois sont restés scotchés à 0. Je suis. Mais c'était très difficile. Ils ont l'habitude sur la flèche Brabançonne. Et je rappelle pour le podium, ça on va couper au montage. Le pronostic pour la flèche, vous ne le donnez pas ou vous changez le règlement encore une fois ou... Le mien. Oui, c'est vrai. Je voulais donner le changement. On peut changer le règlement. Vous voulez l'entendre. Et je ne vais pas le changer. Et je vais vous surprendre. Parce qu'il y a un mec qui va pas mettre Sexas en premier. Ah, c'est vous. C'est moi. Okay. Et je vais mettre Remco Evenepoel d'une manière ou d'une autre, mais si je Jérôme n'a pas mis. Je sais pas. Hein. Si, il a mis Sexas en premier. Si je veux gagner, il faut prendre des risques. Oui. Remco Evenepoel 1, Paul Sexas 2, Kevin Vauquelin 3 et Paul Sexas meilleur jeune. Voilà, c'est pas mal. Hein. On en reparle la semaine prochaine. Avant ça, il y aura la Flèche Wallonne et il y aura Liège-Bastogne-Liège, évidemment, avec le retour. Et donc c'est quand même dingue. À part vous, tout le monde met un gars qui a 19 ans. Et je suis allé regarder dans les archives. Le plus jeune vainqueur. Il sera, s'il gagne, il le deviendra. de 2 ans, le plus jeune vainqueur de l'histoire d'une épreuve qui est née en 1936. C'est quand même... Et il sera, sur base de la start list qu'on a lundi midi, le plus jeune au départ aussi. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est quand même un élément que le plus jeune coureur au départ d'une course gagne la course. Et pour Liège-Bastogne-Liège, s'il gagne, 1925... Georges Ronce. 101 ans. 101 ans. Je dois remonter à 101 ans pour voir un vainqueur potentiel, un vainqueur avéré plus jeune que lui. Mais il n'a pas encore battu Pogacar. Non, tout à fait. Et justement, et on va évidemment évoquer cette doyenne 2026, Sexas et Evenepoel seront à la Flèche, seront aussi à la doyenne, où ils vont donc retrouver sur les routes de Liège-Bastogne-Liège un certain Tadej Pogacar. C'est intéressant. Et est-ce que la présence de Sexas aux côtés de Pogacar peut faciliter ou changer le scénario pour un Remco Evenepoel? Ça peut complexifier le scénario pour un Pogacar. Bref, on n'est plus dans un combat annoncé à 2, mais un combat à 3. Quoique, si on écoute certains médias, notamment Outre-Quiévrin, on part sur un combat à 2. On a déjà oublié Remco Evenepoel, mais il faut vraiment le garder dans le maintien. Après la course d'hier, je suis convaincu qu'on aura un combat à 3. On est bien d'accord quand même. On ne va pas refaire l'Amstel Gold Race. Bravo à Remco, mais... L'opposition, évidemment, tenir compte, on l'a
on doit quand même être honnête, c'est quand même nettement inférieur à ce qu'on a vu au Tour des Flandres et à ce qu'on va voir à Liège-Bastogne-Liège. C'est pas de sa faute si Vauclin fait tomber Jorgensen. Je pense à ce brave Jorgensen qui a quand même fait l'impasse sur toute la saison où il avait des ambitions de classique flandrienne, qui allait se préparer tout seul dans son coin en altitude pour avant même la fin de son premier objectif se retrouver. Bon voilà, ça fait partie de la malchance, il l'a eu. Donc c'est un outsider en moins. Mais c'est clair qu'on a là 3 gars. Moi j'ai quand même envie de voir, il commence aujourd'hui, Pidcock, comment il va passer le tour des Alpes. Parce que avant sa chute, pour moi, Pidcock, c'est le numéro 4. Et déjà le fait d'en citer 3,5, faut pas oublier qu'on a, à part l'année dernière, et je le répète, Remco Evenepoel n'était pas au même niveau, il reprenait la compétition. On n'a jamais eu un vrai duel avec Pogačar. La seule année où on aurait dû l'avoir, Pogačar est tombé. Donc à eux deux, ils ont gagné les 5 dernières éditions. Et c'est vrai que Pogačar, au soir du Tour des Flandres, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer à Liège-Bastogne-Liège là. Ça va être l'Estradé, Liège-Bastogne-Liège, quoi. Et puis, on a Sexas qui est extraordinaire au Pays Basque. On a un Remco qui est mieux que ce qu'on pouvait craindre à la sortie du Tour de Catalogne. On a maintenant un Pidcock, on ne sait jamais. Bon, mais on a aussi psychologiquement un Pogačar qui reste sur une défaite au sprint. Oui. Voilà. Ces adversaires qui se disent depuis le vélodrome de Roubaix, il est battable. Un Remco qui dit moi, ce qu'a fait Van Aert, je peux peut-être le faire sur le quai des Ardennes. Donc on se retrouve finalement. Alors, j'essaie pas de vendre notre produit à la RTBF, on ne se l'approprie pas, mais c'est vrai que c'est nos équipes, nos techniciens qui s'investissent là-dedans. Mais c'est la plus belle course peut-être, en termes de paysage, etc. Mais c'est celle qui semblait la plus évidente au début de la saison pour Pogačar. Et peut-être pas. Et là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, il y a d'autres perspectives. Mais on n'est plus dans un duel. Le mot existe, j'ai vérifié. On est dans un truel, voire plus, 3 ou 4 coureurs. Et ça, c'est un peu plus excitant que ce qu'on a pu connaître ces dernières années. À l'instar de la Flèche, mais on se concentre sur Liège. Tout à fait d'accord, mais je mets quand même Pogačar encore un niveau au-dessus, parce que après cette défaite de Paris-Roubaix, parce que pour un Pogačar, deuxième, c'est une défaite. Ouais. Je pense qu'il aura encore plus d'ambition sur Liège-Bastogne-Liège. L'envie de mettre les points sur les i. Faire l'impasse pour l'Amstel et la Flèche pour préparer Liège. À mon avis, il va falloir s'accrocher. Ça, c'est une question que j'aurais pour Axel. Dans quelle mesure est-ce que la fraîcheur de Pogačar va jouer sur Liège? Parce qu'il a très, très, très peu roulé, finalement. Tous ses adversaires auront beaucoup plus roulé que lui. Sur une course comme Liège. Est-ce qu'il va manquer de fond ou est-ce qu'il aura plus de fraîcheur, en fait? Je ne pense pas qu'il va manquer de fond. Non. Je pense que du fond, il en a revend. Même il est en 80%, il est encore là avec son fond. Donc, je pense que l'ambition de Pogačar, c'est de gagner tous les monuments sur un an. Et il s'est pas raté, il a été battu par plus fort ou sur un sprint, il s'est fait battre au sprint. Et le programme était fait, donc l'Amstel, pour gagner Liège encore une fois, je pense qu'il valait mieux faire l'impasse sur l'Amstel et la Flèche, de se préparer calmement, rentrer chez lui. Moi je le dis encore, pour Liège-Bastogne-Liège, il va falloir être très 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 costaud pour battre. Je vois un peu le même scénario qu'on a vu au Tour des Flandres, mais dans un registre différent, et le Liège est encore mieux adapté à un Pogačar que le Tour des Flandres. Et pourtant, on avait aussi au Tour des Flandres, on disait avec Mathieu Van Der Poel, duel Mathieu Van Der Poel, Pogačar, Remco. On l'a eu, mais pour moi, on va avoir un peu la même chose. On va avoir un Pogačar qui va, pourquoi pas lâcher les deux autres dans la Roche-au-Faucon, ou pourquoi pas même déjà dans la Redoute, vu que... pourquoi pas, maintenant la course se décide beaucoup plus vite. Ça va ressembler au championnat d'Europe alors finalement, de la C'est vrai, dernière, c'est les 3 acteurs. C'est les 3 acteurs en Ardèche. Mais c'est que ça a progressé. Donc mais moi je partage tout à fait votre avis. Mais là où ça semblait tellement disproportionné, on a quand même l'impression, voilà. Mais Axel le dit. Et d'ailleurs, est-ce que quelque part, Remco Evenepoel, qui est quand même resté pendant combien de kilomètres à 20 secondes de Pogačar et de Van Der Poel, s'il a tellement envie de faire la Flèche wallonne, c'est peut-être aussi parce qu'il dit que
que ce sera trop compliqué sur Liège. Je sais que ça va être un fameux morceau, mais je pense que le gros morceau, ça sera dimanche, quoi. Donc, oui. Et en même temps, c'est que ça, et Evenepoel peuvent aussi, je mets des guillemets, mais s'associer, trouver... alors, je pense pas qu'on va les voir avant dans les bus en disant, tiens, on va partir à deux, mais il y a moyen aussi, peut-être... ce qui est sûr, c'est que ça, c'est pas... Si Evenepoel se trouve dans une situation comme au Tour de Catalogne, avec Vingegaard, c'est que ça, il va rouler. Voilà. Oui. C'est que ça, c'est un mec il est comme ça. Ça, c'est évident. Je ne critique pas l'attitude de Vingegaard qui faisait absolument ce qu'il voulait. D'ailleurs, le résultat lui a donné raison. Mais ça, c'est vrai que c'est un profil. Si à un moment donné, comme le dit Cameron, Pogačar bascule avec 15-20 secondes, le fait d'être peut-être avec ces deux-là, pour autant, parce que pour moi quand même, je le redis, c'est que ça, sur 260 km, d'une course comme ça, on n'a pas de point de référence. Ça reste quand même une énigme. Hein. Donc... Mais à deux, s'ils sont bien, ils peuvent faire ce que finalement on fait il y a un an, ce qui est le mot Remco derrière Pogačar sur l'Amstel, si vous vous souvenez. Hein. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé d'émissions. On va terminer cette émission avec les dames. Grand sourire de Cameron. On a une Amstel Gold Race féminine. On aura une Flèche Wallonne et un Liège-Bastogne-Liège au féminin, évidemment. La grosse surprise hier avec le succès de Paula Blasi, 9e déjà de la Flèche Brabançonne, 19e d'Estrade Bianche. Mais on n'imaginait pas voir l'Espagnol Duhaé remporter cette Amstel Gold Race devant deux ex-gagnantes, Nieuwa Doma et Vollering. Et on a dans ce cyclisme féminin quelques chouettes surprises qui ne sont pas des grosses surprises, mais des victoires inattendues depuis le début de la saison. Chabet au Stradé, Rösser à Waregem, Koch à Roubaix, Géry à la Flèche Brabançonne, et donc Paula Blasi sur l'Amstel Gold Race. Ça fait du bien, il y a de la fraîcheur, et ce ne sont plus toujours les mêmes noms que l'on cite aux premières places. On sait, chez les messieurs, on en parle avec Pogačar, que ça peut lasser. Là, il y a vraiment une diversité de noms depuis le début de la saison. Oui, c'est ça, il y a une nouvelle dynamique dans le cyclisme féminin, où avant on avait... les 4-5 grands noms, par exemple Vos, Van Vleuten, qui avaient 35, 39 ans même, hein, quand elle est devenue championne du monde, je pense à 39 ans. Maintenant, il y a une nouvelle dynamique où on voit que les jeunes filles, femmes, deviennent fortes de plus en plus tôt. Comme chez les hommes. Comme chez les hommes, oui. Elles sont beaucoup mieux accompagnées dès le plus jeune âge, directement dans les grandes équipes où l'accompagnement est très bon. Et ouais, on a cette nouvelle dynamique et ça rend les courses féminines super intéressantes à regarder parce qu'on a tout le temps des surprises. En fait, on s'attend jamais, on n'a jamais le même scénario. On s'attend à ce qu'on s'attend. Enfin, on a toujours quelque chose de nouveau. Donc ouais, c'est une nouvelle dynamique qui est intéressante pour le cyclisme féminin. Et ça fait déjà des années qu'on voit que ce cyclisme féminin progresse, que ce soit au niveau des performances, au niveau même des médias, au niveau médiatique. Des budgets, tout simplement. Voilà, des budgets. Les grandes équipes masculines ont des grandes équipes féminines. On voit maintenant d'ailleurs l'équipe UAE qui progresse aussi. Et pourquoi pas dans quelques années, je la vois aussi vraiment dans le top. Et c'est plus seulement l'équipe SD Works ProTime qui est en avant. Et non, maintenant, on a plein de nouvelles équipes, plein de nouvelles coureuses, une nouvelle dynamique. Et ouais, c'est vraiment intéressant pour le cyclisme féminin. Même si elles sont encore 5 dans le top 10, je crois, les néerlandaises, ce qui fait du bien. En fait, je suis désolé de le dire pour nos amis néerlandais, mais c'est la diversité, en fait. Parce que, au palmarès de l'Amstel aussi. Mais globalement. Des années et des années, c'était toujours une néerlandaise qui gagnait. Donc voilà, maintenant, il y a encore quand même des filles comme Van der Breggen et Vollering, mais on arrive à sortir du scénario où, au final, c'est une néerlandaise qui gagne. Pour nous, la Belgique, on a une nouvelle coureuse qui est Fleur Moors. Fleur Moors. Ouais. 12e. Elle était présente à chaque fois. Elle fait toutes les courses et elle est présente. Deuxième à Wevelgem, 5e à la Flèche Brabançonne, 16e au Tour des Flandres et 16e à Nockereuse. Et hier, dans l'Amstel, la seule à s'accrocher un petit peu, en tout cas, à Vollering et Nieuwa Doma. Donc, ouais, franchement, c'est un bel espoir pour nous, la Belgique. Axel, ce n'est plus un secret maintenant. Vous vivez au quotidien avec Lotte Kopecky. Quel bilan elle tire, elle, de son printemps personnel? Elle n'était pas sur l'Amstel, elle est annoncée sur Liège-Bastogne-Liège. Vainqueur à San Remo et à Nockereux, 4e au Ronde et à Roubaix. Satisfaite ou pas? De toute façon, c'est pas encore fini parce qu'il y a encore Liège qui vient. Donc, pour être franc, on en parle. C'est pas moi qui vais aller demander à l'autre qu'est-ce que tu penses de ton printemps. Je pense que l'avis que je vais vous donner, c'est mon avis personnel. Elle, je sais que c'est une championne qui est jamais satisfaite, qui essaye toujours de faire mieux.
quand il a remporté Milan-San Remo, c'était directement l'esprit tourné vers Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Maintenant, Paris-Roubaix, c'est Liège-Bastogne-Liège. Je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Vainqueur de Milan-San Remo, 4e aux Flandres, 4e à Roubaix. Il y a pire comme résultat. Ah, évidemment, je pense que, mais on sait que c'est une championne. Oui, mais le problème, c'est que les attentes sont tellement grandes, surtout en Belgique. La critique sur elle est constante. Si elle se rate ou si elle a un jour de moins bien, c'est la fin du monde. Comme à Remco. C'est la catastrophe. C'est un peu, oui, mais différemment. Parce que même si en Belgique, on a quand même une alternative, on a Fleur Mours qui arrive maintenant, mais en Belgique, pour le moment, sur les grandes classiques, c'est sûr que tout retombe sur elle. Et si elle n'est pas là, ça devient compliqué. Heureusement qu'on a une relève qui arrive. Mais moi, personnellement, je trouve que déjà son printemps il a été très très bon. Est-ce qu'il aurait pu être meilleur? Oui, bon, c'est sûr qu'il y a eu quelques circonstances qui ont voulu que... Mais je suis sûr qu'elle a encore son regard tourné sur Liège, on ne sait jamais. Kim Lecourt a aussi gagné Liège-Bastogne-Liège l'année dernière, ce n'était pas la favorite. Moi, ce que je vois aussi, c'est que la même manière dont il y a eu dominé le début de saison, la Française des Jeux de dominer aussi le début de saison jusqu'à hier, en fait, parce que hier, ils ont eu quand même quelques difficultés justement à gérer. Mais je pense que ce sera encore les grandes favorites pour la fin des classiques. Très court, Rodrigo. Très court. Simplement dire que si elle gagne Liège-Bastogne-Liège, il ne faut pas aller chercher, hommes-femmes confondus, quelle est la personnalité cycliste belge du printemps, de par les résultats. Donc moi, je le dis très à l'aise, et indépendamment de la relation professionnelle ou amicale que je peux avoir avec Axel, je dis ça depuis très longtemps, moi je suis fan, absolument fan de Lotte Kopecky. Et déontologiquement, j'en parle d'autant plus à l'aise que je ne dois pas la commenter, sauf sur la piste. Et là, je vous assure que j'ai pris du plaisir lorsque je l'ai fait. Mais ça fait déjà bien longtemps. Parce que le plus grand exploit qu'elle a fait pour moi, c'est ce qu'elle a fait sur la piste, au championnat d'Europe. Et en début de saison, quand les autres étaient encore en préparation. Moi, je suis absolument fan de cette femme. Et je voudrais demander à Liège-Bastogne-Liège, comme le faisait Luc Varenne au temps d'Eddy Merckx, que quand Lotte va arriver, elle mérite qu'elle se sente à domicile d'Ilorge. Et on espère que le public, voilà. Elle le mérite. Blaise, vous écoute Rodrigo. Parce que quand il y a eu un championnat de Belgique en Wallonie, à Binge, que tous les grands champions ont boycotté, elle est venue avec son maillot. Elle a fait les deux épreuves. Elle a aussi le respect du public. Merci, Rodrigo. C'est une minute de plus, mais ça valait la minute de plus. C'est assez supplémentaire. Ouais, mais je le connais, il est comme moi. Allez, rendez-vous Rodrigo, rendez-vous Jérôme, rendez-vous Axel. Évidemment, vous serez tous les deux sur la moto mercredi pour la Flèche Wallonne et dimanche pour Liège-Bastogne-Liège sur toutes les antennes de la RTBF. Merci Cameron, merci Jérôme, merci Rodrigo. Merci Axel, merci à Delphine, à Christian qui sont en régie et sans qui cette émission n'existerait pas. On se retrouve très vite.